Chers amis, Shabbat Shalom et bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Vayechi. Cette paracha vient conclure le livre de la Genèse, premier livre de la Torah, le Sefer Bereshit. Elle vient aussi mettre un terme à l'aventure, à la saga de Yosef et de ses frères. Je rappelle brièvement cette histoire. Yosef est jalousé par ses frères. Il est vendu à une caravane d'Ishmaélim. Ceux-ci l'emportent en Égypte. Là-bas, il devient esclave et puis avec l'aide du Tout-Puissant, il s'élève et devient vice-roi d'Égypte. Les frères arrivent en Égypte pour acheter du blé. Il y a une famine dans le pays de Canaan. Yosef ne se fait pas reconnaître de ses frères. Lui les reconnaît, bien évidemment. Il les traite avec dureté. Il va porter de fausses accusations vis-à-vis de Binyamin, le petit frère. Et puis, on arrive à un paroxysme, à une confrontation entre Yehuda, qui va défendre son petit frère Binyamin, et Yosef. Yosef se révèle alors à ses frères. C'est la paracha de Vaïkash. Et dans notre paracha Vayechi, on raconte comment, après être venu en Égypte, à l'invitation de son fils Yosef, Yaakov va s'y installer avec l'ensemble de sa famille, de ses tribus, et il va accorder une bénédiction, une bracha à chacun de ses fils, après avoir accordé sa bénédiction à ses petits-fils, Ephraïm et Ménaché. Commençons par le premier pasouk, le premier verset de cette sidra. Vayechi Yaakov Eretz Mitzrayim, Sheva Esre Shana, Yaakov vécut en Égypte 17 ans. Vayehi Yemei Yaakov, les jours de la vie de Yaakov furent, Shnei Chayav, des années de vie, Sheva Shanim, 7 ans, Va Arbaim et 40, Umeat Shana et 100 ans, soit 147 ans. Regardons tout de suite ce que explique Rashi sur ce premier verset. Rashi, Rabbi Salomon de Troyes, le célèbre commentateur médiéval. Il pose une question. Lama paracha zostuma. Pourquoi cette paracha est dite fermée? Alors, avant d'aller plus loin et d'examiner la réponse de Rashi, essayons de comprendre le sens de sa question. Qu'est-ce que cela veut dire stuma? Qu'est-ce que cela signifie ce mot, une paracha fermée? Regardons le commentaire du Siftei Chachamim sur Rashi lui-même. Klomar, Kabbalah beyadenu, c'est une transmission d'un enseignement mi-Ezra depuis Ezra. Alav Shalom, paix sur lui. Vayechi techilat piska. Vayechi est vraiment le début d'une nouvelle sidra, d'une nouvelle paracha. Velo chada paracha hi im vayeshev Israël. Et ça ne forme pas une seule et unique entité avec la paracha précédente qui se termine par Vayeshev Israël, qui est en vérité la paracha de Vaïgash. En d'autres termes, Ezra, le scribe, nous dit que Vaïgash et Vayechi forment une seule et unique entité. Rappelons qui était Ezra. Petit rappel historique. En moins 586, les Babyloniens viennent et détruisent le premier temple de Jérusalem. 70 ans d'exil, et puis l'arrivée de l'empereur de Perse, Cyrus Koresh, qui va permettre aux Juifs de rentrer en Israël et de construire le deuxième temple. Premier retour avec Zerubbabel, c'est un demi-échec. Et puis vient Ezra, vers moins 480, qui bien sûr va reprendre la construction du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, mais également va rassembler une grande assemblée, Knesset Agdola, 120 sages, afin de légiférer et de rassembler ce qu'on appelle le canon biblique, c'est-à-dire tous les textes qui vont être nos textes sacrés, les 24 livres de la Bible, appelés également le Tanakh. C'est également sous Ezra qu'on va fixer un nombre de prières et qu'on va déterminer le découpage des sidrotes, des parachiotes. Et Ezra nous dit que Vaïgash et Vayechi sont une seule et même entité. Cependant, poursuit le Siftei Chachamim, Derech parashas Tuma, Shiura Revach Tet Otiot, Ve'acha Kulas Tuma. En vérité, la paracha, une séparation entre une sidra et une suivante, il y a toujours un élément qui marque cette séparation.
cet élément et par exemple, on passe à la ligne d'une sidra à l'autre, où on a un espace, au minimum un espace blanc qui fait 9, la longueur de 9 lettres hébraïques. Ici, pas du tout. Elle est kula stuma, dit le Sefer Haim, elle est complètement fermée. C'est-à-dire que Vayechi est complètement collé à Vayigash. On ne voit pas de séparation physique entre les deux sidrotes. Ein bar revar klal, il n'y a aucun espace. On a donc ici deux parachiotes qui se suivent l'une l'autre, et si on ne sait pas, on ne connaît pas, on peut être tenté de lire les deux à la suite. La paracha est dite stuma, fermée, et non pas ptucha, non pas ouverte, ce qui est tout à fait inhabituel. Alors pourquoi est-elle stuma? Si ce sont deux sidrotes, deux parachiotes, elles auraient dû être séparées. Non, il y a un message que nous envoie ici la Torah sur le fait que cette paracha est stuma, elle est fermée. Quel est ce message? Rashi continue. Le fit, parce que chez Kevan, chez Niftach, Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu est mort, à ce moment-là, il va mourir dans notre paracha. Nistemu einayem velibam shel Israël mitzarat hashibud. Les yeux et les cœurs d'Israël vont se fermer à cause de la souffrance de l'esclavage. Chez Itrilou le Shabedam. Car ils ont commencé, c'est sous-entendu, les Égyptiens ont commencé à les asservir. Première raison apportée par Rashi, la paracha est fermée, c'est une allusion à la fermeture des yeux et des esprits et des cœurs des bénis Israël qui voient leur horizon s'obstruer car ils sont victimes de l'oppression et de l'esclavage. Deuxième raison qu'apporte Rashi, je la lis, Davar Acher, autre explication, chez Bikesh les Galot et Taketz les Vanav, il a cherché à dévoiler la fin à ses enfants, Benista Mimeno, et ça a été fermé, obstrué, on le lui a empêché. Réfléchissons à cette deuxième raison, telle qu'elle l'explique Rashi. Yaakov a certainement une vision, une compréhension de l'avenir. Il a une voix, une prophétie. Cet homme rassemble tous ses enfants, il va mourir et il veut leur donner quelques explications sur ce qui se passera à l'avenir. Il fait des prédictions sur l'avenir du peuple juif, la fin des temps. Intervention divine. Les portes de la sagesse sont fermées. Les sources de la connaissance lui sont enlevées. Il ne peut pas dévoiler la fin, le ketz. Et c'est tant mieux ainsi. Car le judaïsme est basé sur un principe essentiel, celui de la liberté et du libre arbitre. Si nous savons déjà d'avance ce qu'est la fin de l'histoire, à quoi bon vivre cette histoire? Pourquoi nous demander de faire des mitzvot, des commandements? Pourquoi nous demander d'améliorer le monde? Faire la tzedaka pour rétablir la justice sociale si de toute façon la fin est connue et elle est inéluctable? Non. La fin est connue bien sûr par l'Éternel, mais certainement pas par les hommes, et il n'est pas autorisé à un homme, aussi grand soit-il comme Yaakov, de révéler la fin des temps. C'est pourquoi les sources de la sagesse lui sont enlevées, sa vision est obstruée, elle est fermée. C'est la raison pour laquelle notre paracha, par allusion, est elle aussi fermée, elle est stuma. Revenons maintenant sur la première raison donnée par Rashi. Rashi nous dit qu'effectivement, eh bien, la paracha est fermée parce que l'horizon des Bnei Israël se ferme. Ils sont victimes du shiboud, c'est-à-dire de l'asservissement, de l'esclavage que les Égyptiens vont leur imposer. C'est ce que dit effectivement Rashi en rapportant le Midrash. Mais, évidemment, il y a ici un problème. Il y a un problème car nous savons très bien que l'esclavage n'a pas commencé à partir du moment où Yaakov est mort, mais beaucoup plus tard, près d'un siècle plus tard.
Vayamot Yosef, Cholechav, Yosef est mort, ainsi que tous ses frères, dit la Torah. Et on nous dit, effectivement, pour nous apprendre que tant que l'un des fils de Yaakov était vivant, alors les béné Israël n'étaient pas des esclaves. C'est à partir du moment où le dernier, des fils du patriarche Yaakov, et il s'agit de Lévi, va mourir, c'est à ce moment-là que va commencer le processus d'asservissement qui va amener les Juifs à être esclaves. Et pourtant, Rashi nous dit, et je répète ce Rashi, pourquoi la paracha est-elle souma, fermée? Le fils chez Kevan, puisque, chez Niftar Yaakov Avinu, quand Yaakov est mort, Nistemu Enehem Velibam chez l'Israël, les yeux et les cœurs d'Israël se sont fermés, Mitzarat Hashibud, à cause de la souffrance de l'esclavage. Alors il ne s'agit pas véritablement de l'esclavage physique, car entre la mort de Yaakov et le début de l'esclavage physique, il va se passer presque un siècle. Il faudra la venue d'un nouveau roi, Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi va venir en Égypte et il va effectivement asservir les bénis Israël. Oui, sauf que dans cette période, après la mort de Yaakov, les bénis Israël, qui habitent la province de Goshen, et qui a priori sont séparés des Égyptiens, vont lentement se laisser pénétrer par la culture immense et forte des Égyptiens. Petit à petit, ils vont être gagnés par cela. Certes, ils vont garder très fortement leur identité au départ, ce qui se traduit par le fait qu'ils n'ont pas changé leur langue, ils ont continué à parler hébreu, ils n'ont pas changé leurs habits, et ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont continué à garder des noms hébraïques, Abraham, Srak, etc. Donc ils ont gardé leur identité juive, mais tout de même, cela n'a pas empêché le fait que, lentement, doucement, ils se sont assimilés, ils se sont enracinés, ils se sont intégrés au sein de cette civilisation si forte et si puissante que constitue la civilisation de l'Égypte. Et à un moment donné de l'histoire, ils se sont sentis en Égypte comme chez eux. Cela n'a pas été sans réaction de l'autre côté, de la part des Égyptiens. Les Égyptiens qui voient ce peuple étranger petit à petit se développer, grandir, prendre des postes dans l'économie, s'élever économiquement, avoir une situation sociale importante, voire devenir dirigeant, Yosef le premier, de leur pays l'Égypte, cela va créer une sorte de ressentiment, de jalousie. C'est le début de l'anti-hébraïsme, anti-judaïsme ou antisémitisme, si ce terme est un peu anachronique, il peut tout de même s'expliquer ainsi. On verra effectivement dans l'attitude de Pharaon et sa volonté de réduire la population juive par un génocide, celui des petits garçons juifs qui vont naître. Eh bien, tout ceci nous rappelle, sonne fortement à nos oreilles, comme un rappel de l'histoire, c'est le début de l'antisémitisme. Les Juifs en Égypte se sentent chez eux. Ils ont oublié la terre d'Israël. Ils ont oublié qu'ils ne sont que des guérims, que des étrangers. Qu'un jour il faudra qu'ils retournent chez eux. Ils ont oublié tout ça. Ils se sentent bien. Tout va bien. Petit à petit, ils se sont installés confortablement dans cette vie égyptienne et ils ne verront pas venir à ce moment-là l'esclavage qui viendra brutalement les frapper. Pharaon usera d'une ruse, il appellera au travail, il fera appel au sentiment patriotique. Les Juifs vont se précipiter pour travailler gratuitement sur les chantiers de Pharaon et ils seront vite encerclés, emprisonnés et réduits en esclavage. Ce shiboud, cet asservissement, le tsarat hashibud, c'est-à-dire la souffrance de l'asservissement, les Bnei Israël ne vont même pas le ressentir au départ. Sournoisement, cet asservissement va venir les prendre jusqu'à ce qu'ils se révèlent au grand jour et qu'ils soient véritablement devenus rendus esclaves. Cet épisode, eh bien, nous le retrouvons au cours de l'histoire du peuple juif en Espagne. Les Juifs étaient chez eux,
la plus forte et la plus belle communauté juive où se sont développées des choses extraordinaires d'un point de vue spirituel, philosophique et bien sûr économique, jusqu'à un conseiller d'Isabelle la catholique, le grand Don Isaac Abravanel. Les Juifs n'ont pas vu venir. Ah certes, il y a eu des persécutions, des conversions forcées ça et là, des premières persécutions au XIVe siècle, mais au XVe siècle, ils sont encore installés lorsque le coup tombe. 1492, les Juifs tombent sous le coup de l'édit d'expulsion d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon. Ils doivent quitter l'Espagne ou se convertir de force. C'est le jour du 9 Av 1492 que les Juifs sont frappés et doivent quitter l'Espagne. Autre exemple dans notre histoire, les Juifs d'Allemagne. Imaginons, il n'y a pas plus intégré, plus allemand que les Juifs de l'Empire d'Allemagne. En 1870, lorsque la France est vaincue, Napoléon III, le Second Empire est vaincu par les Prussiens qui vont dans la Galerie des Glaces à Versailles déclarer l'Empire allemand, le Deuxième Reich, sous la houlette de l'empereur Wilhelm Guillaume Ier et de son ministre Bismarck. Les Juifs allemands sont enthousiastes. Je me rappelle de cette gravure des Juifs allemands prussiens au siège de Metz, Metz qui est encore française, encerclés par les troupes allemandes, ces Juifs allemands avec casque à pointe et talit qui fêtent Yom Kippour lors du siège de Metz. Et puis lors de la Première Guerre mondiale, les Juifs allemands sont patriotes, ils se battent pour l'Empire. Et ils sont totalement intégrés. Il y a des ministres juifs, il y a des militaires de haut rang juifs, des industriels, des commerçants, les premiers grands magasins de l'Allemagne, ce sont des juifs qui vont les créer. Et pourtant, le coup près tombe. Après une montée d'antisémitisme, alors que les Juifs pensaient être chez eux en Allemagne, ils disaient « Berlin is Jérusalem ». Berlin, c'est Jérusalem, nous n'avons pas besoin de venir à Jérusalem. Le mouvement réformé, libéral, en Allemagne, qui est né en Allemagne, a voulu effacer de toute la liturgie des références au sacrifice au temple de Jérusalem, des références au retour à Sion, à Yerushalayim. Ils ont occulté tout ça, il y en a même qui ont changé la langue, ils n'ont plus voulu prier en hébreu, mais prier en allemand. Le coup près tombe. Le chancelier Hitler prend le pouvoir en 1933 et en 1938, les magnifiques synagogues d'Allemagne, de toute l'Allemagne, sont brûlées. C'est la Kristallnacht, la nuit de cristal. Les Juifs sont désespérés, ils pensaient être chez eux en Allemagne, ils pensaient avoir posé leurs valises, et voilà que non. L'histoire se répète. Alors revenons à cette période de l'Égypte. Les Juifs, effectivement, ne voient pas, leurs yeux sont obstrués, ils sont aveugles aux événements qui sont en train de se dérouler autour d'eux. Yaakov vient de mourir, ils pensent être à la maison en Égypte. Et lentement, mais sûrement, l'anti-judaïsme égyptien monte jusqu'à ce qu'il soit pris dans la nasse et devienne esclave de Pharaon. C'est à ce moment-là que leurs yeux se sont fermés et se sont obstrués. Voilà pourquoi cette paracha s'appelle Stouma, elle est fermée. Mais, même si elle est fermée, elle s'ouvre sur une perspective extraordinaire. L'annonce de la liberté et de la libération qui va débuter dans la paracha Shemot, la première paracha donc du livre de Shemot, du deuxième livre de la Torah, la paracha de l'espoir, de l'ouverture de la lumière, celle de la sortie d'Égypte et de la naissance du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous.